Bonjour à tous, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, donc ce n'est pas Thomas qui est derrière le micro, mais bien Simon. Je reçois Blandine. Blandine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, rapidement, présenter comment on s'est rencontrés aussi, et, euh, et ça va nous mettre dans le vif du sujet direct, je pense. Bonjour Simon. Écoute, je suis Blandine, je suis la maman de 3 filles et la petite dernière est née avec la mucoviscidose. C'est un petit peu le lien qui nous unit puisque dans le cadre de sa kinésie respiratoire en fait et des rencontres avec des kinésperts comme Sophie Jacques, on nous avait préconisé de faire beaucoup de sport. Et puis petit à petit, pour avoir vraiment un travail adapté, un traitement adapté pour Zélie, nous avons été mis en contact. Et puis depuis, tu suis Zélie jour après jour en la coachant, en corrigeant ses exercices, ses postures, en répondant à ses besoins. Voilà. Ok, c'est une très brève description, en effet, carrément, de la raison pour laquelle on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux rapidement décrire ce qu'est la mucoviscidose? Je pense que les gens ils connaissent peut-être le mot comme ça, mais si tu devais expliquer rapidement ce que c'est pour nos auditeurs. Eh bien, c'est une maladie génétique déjà qui touche principalement les voies respiratoires et les voies digestives. Une maladie qui se guérit toujours pas. C'est une maladie qui est chronique et évolutive. En fait, c'est le mucus qui tapisse les voies, enfin les organes, hein, les voies digestives, les voies respiratoires, qui est trop épais dans la mucoviscidose. C'est pour ça qu'on dit mucoviscidose, c'est mucus visqueux, c'est la racine du mot. Et le problème avec ce mucus visqueux, c'est qu'il a tendance à rester stagné. Alors dans le système digestif, ça crée une malabsorption des graisses, ça crée des maux de ventre terribles. Et puis dans les voies respiratoires, eh bien, ça crée l'obstruction, évidemment. Ça gêne le passage de l'air et puis c'est aussi des proliférations bactériennes, donc des infections. Ok, bon, je pense que ça éclaircit pas mal de questions à propos de ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi votre parcours à toutes les deux. Euh, Vous n'avez pas, entre guillemets, vous n'êtes pas resté dans les sentiers battus de ce qu'on vous préconisait, je pense, au départ. Et je trouve ça toujours très inspirant de rencontrer des personnes qui ont fait différemment de la norme, on va dire. Et ça, j'ai vraiment pu le découvrir aussi dans tes livres que tu as écrits à propos de votre histoire. Je vous remettrai les liens dans la description du podcast si vous voulez aller les voir. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Bravo pour ça. On y reviendra, je pense, Merci. à cette histoire de livre parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, je voudrais savoir comment tu as vécu l'annonce. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que forcément, on n'est pas préparé à ça, j'imagine. Enfin voilà, comment, on va dire, t'es sorti un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être que tu trouves une autre solution, toi, qui te convenait plus et qui allait plus convenir à ta fille et à votre famille, sûrement. Comment ça s'est passé un peu tout ça? Alors, c'est beaucoup de questions en une. Bon, l'annonce, forcément, c'est toujours très douloureux, hein. C'est énormément de peur, évidemment, c'est la peur de la mort, la peur d'une nouvelle vie. On nous annonce une vie qui sera pas facile, qui sera faite de contraintes. Donc on se dit, bon sang, qu'est-ce qu'on a fait? Notre enfant sera jamais heureux. S'il reste en vie, il sera pas heureux parce que on va l'embêter tout le temps. Enfin, c'est pas une vie, quoi. Et puis, bon, ça, c'est les premières réactions. C'est beaucoup, beaucoup de peur, c'est beaucoup de colère, c'est de la culpabilité, voilà, c'est plein d'émotions exacerbées. Et puis, bon, petit à petit, toutes ces émotions s'apaisent, hein. Évidemment, la peur reste, la colère aussi un peu de culpabilité, mais petit à petit, toutes ces émotions s'apaisent et puis on apprend à les dompter, à vivre avec. Après, dans la prise en charge de la maladie, je tiens quand même à préciser que on a vraiment fait tout ce que les médecins nous avaient dit de faire. Enfin, on a vraiment suivi leur protocole. Ça, c'est très important. On n'a pas décidé de changer de façon de faire. C'est juste que
la manière dont Zélie était prise en charge, c'était pas suffisant. Voilà. Parce que Zélie a une mucoviscidose qui est très sévère. Et les protocoles sont ce qu'ils sont, tant de kinés par semaine. Et du coup, on a bien vu que Zélie, ça lui suffisait pas. On suivait vraiment tous les conseils qu'on nous donnait. Et malgré ça, elle était toujours aussi mal. Donc, on a décidé effectivement de chercher des solutions supplémentaires pour pouvoir l'aider. Et est-ce que justement, bah, au départ, lors de l'annonce et peut-être maintenant, euh, ça vous a été proposé d'avoir peut-être un accompagnement aussi bah, d'un point de vue, tu vois, psychologique, parce que comme tu le dis, il y a énormément de peur, de Oui, frustration, tu vois, enfin, il y a un accompagnement qui est nécessaire pour bah, essayer de vivre cette épreuve le mieux possible. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on vous a proposé ou pas du tout, ou est-ce que vous êtes allé chercher par oui. vous-même? Non, le suivi psychologique, c'est systématique. De toute façon, sans, il faut avouer que les médecins, ils sont vite à court de mots réconfortants. Enfin voilà, ils ont plutôt tendance à nous faire un petit peu peur. Donc forcément, dès qu'on n'est pas bien, ils nous envoient la psychologue, qui se comprend en soi. Donc non, on a très vite une psychologue sur le parcours. Ok. Voilà. Et ça, c'est donc pour vous en tant que parent, mais est-ce que après, pour l'enfant, il y a des accompagnements comme ça? Au début, quand elle est bébé, non, j'imagine que non, mais est-ce qu'après, pendant le cursus classique, ils vont être confrontés à Oui, ça ou pas du tout? bah, en fait, les psychologues, en fait, tous les 3 mois, l'enfant est vu dans un CRCM, donc c'est un centre de ressources et de recherche pour la mucoviscidose, euh, et il bénéficie en fait de consultations pluridisciplinaires. Donc ça veut Ok. dire que tous les 3 mois, il va voir le médecin, bien sûr, un kiné, une diététicienne, un psychologue, enfin voilà. Donc il va voir différents soignants. Et la psychologue, oui, c'est systématique qu'on la voit. Donc après, petit à petit, si les parents ont besoin de parler, la psychologue est là. Si l'enfant a besoin de parler, la psychologue est là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est Et c'est- vraiment une porte ouverte. Ils font très attention. ok, comment tu t'en es servi toi de ça et est-ce que ça t'a servi, tu trouves, selon toi, ou pas trop? Alors moi, non. Personnellement, non. J'avais pas envie de parler à une psychologue. Euh, j'en avais pas besoin, j'avais plutôt besoin, alors c'est très personnel, hein, Oui, j'avais oui. plutôt besoin de réponses pratiques pour m'aider. Voilà, Ok. voilà. Après, évidemment, à un moment, j'étais triste, j'avais peur. Bon, ben, les psychologues, j'estimais qu'elles ne pouvaient pas m'enlever cette sensation. C'est peut-être une fausse idée, hein, mais j'avais vraiment besoin de réponses plutôt pratiques. Voilà, ça c'est Ok. très personnel, ouais. Oui, oui, je pense après ça c'est propre à chacun, bien sûr. Mais qu'elle soit là et C'est- que les gens qui ont besoin de la voir puissent la voir, c'est super. Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Parce que je pense que les gens ils se rendent peut-être pas forcément compte, tu vois. On te dit, bah, t'as une séance de kiné tous les jours. Bon, ils vont se dire, ok, ça dure que 30 minutes, tu vois. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Tu vas me dire tout, sûrement, mais beaucoup de choses. Oui, alors en fait, mon Zélie a 12 ans maintenant, donc on n'a pas la même vie aujourd'hui qu'il y a 6 ans, par exemple, ou qu'à sa naissance, hein. Mais évidemment, ça chamboule tout, parce qu'en plus, elle a été hospitalisée au début très longtemps. Ça a été beaucoup d'opérations au bloc opératoire, ça a été, oui, l'hospitalisation, mais en plus à distance, hein, elle était à 200 kilomètres. Après, elle a été hospitalisée, mais à la maison. Donc, bah, tout d'un coup, on se retrouve bah, dans le milieu de l'hôpital. D'abord, c'est nous qui étions à l'hôpital et ensuite, c'est l'hôpital qui était à la maison. Avec bah, l'hôpital, c'est du matériel, hein, mais c'est aussi des infirmières qui font les allées et venues, le kiné, bon, il frappe, il rentre. Enfin, voilà, hein, c'est du porte ouverte à la maison. Donc, c'est vrai que les gens rentrent dans votre intimité, c'est pas évident non plus. Donc oui, ça chamboule tout et puis surtout, ça enlève toute la spontanéité de la vie en fait. Voilà, on est obligé de tout calculer.
Bah non, à cette heure-ci, je peux pas, j'ai la kiné. Bah non, Zélie, elle peut pas aller dormir chez la copine parce qu'elle est nourrie la nuit. Bah non, là, elle peut pas aller à la piscine, elle est en cure intraveineuse, elle est sous perfusion. Enfin voilà, il faut tout calculer en Ouais, permanence. il y a une part de liberté qui est plus compliquée à avoir, quoi, qui est un peu C'est perdue à cause ça. de ça, entre guillemets. Oui, 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 complètement. Complètement. Ok. Bah après, on a une priorité, c'est la santé de l'enfant. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, on va tout droit vers ça et puis bah, le reste, ça passe après. Mhm. Après, Ok. c'est plus embêtant quand il y a des sœurs qui sont en jeu, en fait. Donc Bah c'est oui, aussi bah très culpabilisant. justement, enfin, c'est un thème sur lequel on va venir sur justement bah, la vie de famille, tu vois, parce que Mm, euh, forcément à ce moment-là, bah, l'enfant il va demander beaucoup plus d'attention et enfin ça paraît juste logique en fait, mais du coup bah il va falloir le gérer, il faut expliquer ça justement à à tes autres enfants forcément. Et ouais. j'imagine que c'est une épreuve supplémentaire parce que bah, ça va te demander beaucoup de patience, de la pédagogie pour expliquer ce qui se passe parce que bah, ils ont aussi besoin de comprendre eux parce que c'est quand même leur Mm. sœur. Comment t'as géré ça justement toi et comment elles le vivent aussi? Il me semble que t'en parles un petit peu dans tes livres, mais Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas géré ça toute seule, hein. Il y a le papa, il est dans l'ombre. oui, bien J'en sûr. parle jamais parce que j'ai pas envie de parler en son nom. Mais il est bien là et il m'accompagne, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, il a beaucoup géré les grandes sœurs au début parce que moi j'étais à l'hôpital avec Zélie. T'es resté combien de Et temps à puis, l'hôpital? elle a été hospitalisée 9 mois, les 9 premiers mois. Hmm. Voilà. Et ensuite, elle a été hospitalisée à la maison. Mais c'est vrai que bah, pour les grandes sœurs, on a toujours dit la vérité avec des Hmm. mots simples, sans faire peur. Et puis en même temps, on s'est dit que finalement, c'était un peu une thérapie aussi, parce qu'à les rassurer, on se rassurait nous. Hmm. En leur trouvant Ok. des mots simples et en trouvant des mots justement pour les rassurer, en disant non mais t'inquiète pas, elle est née en 2011, Zélie, donc t'inquiète pas, on est en 2011, la science évolue. Bah, à avoir ce discours-là en permanence, un discours qui finalement était positif quand même, même s'il était réel, hein, et bah Hmm. finalement, on se rassurait nous-mêmes, je crois. Justement, qu'est-ce que ça a changé la science entre un enfant qui naissait peut-être dans les années 2000, un enfant qui est né comme Zélie dans les années 2010 et un enfant qui naîtrait aujourd'hui? Quelles ont été les avancées de la science de ce côté-là? Ah bah, tous les ans, on grignote quand même quelques années d'espérance de vie. Mais c'est vrai que quand Zélie est née en 2011, on nous disait, contrairement à ceux qui naissaient dans les années 80, où on disait à leurs parents, bah, voilà, votre enfant a une espérance de vie de 7 ans à peu près, profitez-en. Quand Zélie est née en 2011, on nous a pas parlé de la mort. Et Ok. ça change tout. Dans l'annonce du Ah diagnostic, oui. on nous a dit, ça va pas être facile. Ça, ils se sont pas trompés. Mais ça va pas être facile. Mais ils nous ont pas dit, bah voilà, l'espérance de vie, c'est très court ou n'importe. Donc, ils nous ont tout de suite parlé d'espoir. Vraiment. Ok. Euh, Tu, ouais. tu penses qu'avec le recul, il l'amène comme ça parce qu'il y a eu une évolution peut-être dans le discours, tu vois, des médecins pour être pas non plus ultra pessimiste et pour le bien des familles aussi, je pense. Ou, enfin, comment tu le ressens toi avec le recul ça? Ouais, je pense qu'ils étaient sincères quand même, hein. Après, Hmm. peut-être qu'ils essayent d'être plus positifs parce que c'est vrai qu'on se prend une bombe dans la figure, donc bon, voilà, Ouais. ils l'atténuent un petit peu certainement comme ça. Mais Ok. non, je pense que c'était assez sincère et effectivement, ils se sont pas trompés. Le médecin nous avait dit, vous verrez, dans 10 ans, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça se trouve, je vous dirai pas la même chose. Et 10 ans après, bon, il y a eu le traitement révolutionnaire qui est arrivé, donc ils s'étaient pas trompés, Hmm. effectivement. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça permet ce traitement? Parce que c'est un truc, c'est incroyable en vrai en termes en termes d'avancée, c'est fou.
Oui, c'est ce qu'on appelle une génération de modulateurs. Donc, c'est un traitement qui utilise 3 molécules et qui va agir directement sur la protéine défectueuse, donc à la base de la mucoviscidose. C'est-à-dire jusqu'à présent, tous les traitements qu'on donnait à Zélie, ils étaient plutôt symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils allaient améliorer les maux de ventre, ils allaient l'aider à mieux respirer, mais ils n'agissaient pas vraiment sur la mucoviscidose. Là, Mm. là, on marque un gros point contre la mucoviscidose parce qu'elle est vraiment mise à mal. Ouais. Ok. Donc voilà, avec ce traitement, ça va vraiment permettre de traiter la cause et plus les conséquences, entre guillemets. Mhm. Après, voilà, c'est pas encore disponible pour toutes les formes parce qu'il y a plein de, de formes de mucoviscidose différentes. Mais c'est dispo pour à peu près 70%, c'est ça si je me trompe pas, Oui, à un peu peu plus. près. Oui, oui, à peu près. Donc déjà, c'est une avancée énorme et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent qui sont porteurs du gène, c'est ça, si j'ai bien compris, Mhm. et qui vont pouvoir bénéficier d'une vie, entre guillemets, quasi normale, je mets bien des guillemets parce que ce sera jamais normal, mais qui vont avoir très peu Bah, de symptômes. c'est ça. C'est-à-dire que bon, c'est un traitement, comme il agit à la base de la mucoviscidose, bah, tout le mucus dont je parlais tout à l'heure va être fluidifié, donc forcément, tout va mieux se passer. Il y aura moins d'infections respiratoires, il y aura moins de... Enfin voilà, oui, ouais, il va mieux respirer par la force des choses. Et puis surtout, euh, sa fonction respiratoire ne va pas s'altérer puisqu'elle ira mieux dès le départ. Et c'est Mm. ça qui est important. Parce que même pour un enfant comme Zélie, qui a eu ce traitement à 10 ans, comme elle a une mucoviscidose bien sévère, effectivement, ses poumons ont eu le temps d'être très abîmés. Donc ça, c'est des choses on revient pas en arrière de toute façon. Mm. Donc c'est vrai que plus le Pour traitement est pris l'instant, ouais, c'est tôt, inchangeable. Mm. pour l'instant, c'est inchangeable. Mais plus le traitement est pris tôt, effectivement, moins les poumons s'abîment. Mais ça, c'est juste génial. Oui, oui, et puis après, enfin, dans la mucoviscidose, on parle souvent énormément de tout ce qui est poumon et tout ça, parce que on va dire l'impact le plus important d'un point de vue espérance de vie, clairement. C'est ça. Mais au Mm. final, c'est quelque chose qui va impacter l'ensemble des systèmes du corps humain. Ça va Oui. impacter tous les phénomènes de transpiration. D'un point de vue musculaire, il va y avoir ça va engendrer de certaines choses, une faible quantité de muscles entre guillemets, une fatigabilité à l'effort qui est beaucoup Mm. plus importante. Voilà, d'un point de vue en fait, c'est une maladie qui vient vraiment impacter l'ensemble des systèmes et le fait d'avoir ce médicament, ça va permettre de régler tous ces problèmes qui sont aussi autres que les problèmes respiratoires et éviter qu'il y ait des dégâts, entre guillemets, qui viennent se faire sur l'ensemble du corps au final. Donc Oui. c'est vraiment ultra, ultra intéressant. Ok. Euh, Qu'est-ce que... Je m'étais noté ça. Alors attends. Justement, par rapport à ces autres systèmes, en gros, qu'est-ce qu'ils te disaient un petit peu les médecins de faire en dehors, d'un point de vue peut-être hygiène de vie? Qu'est-ce qui t'a, toi, enfin, ils te donnaient des protocoles, comme tu m'as dit, mais pourquoi tu as voulu chercher à faire plus que les protocoles? Alors, il donnait des protocoles. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu parles de l'hygiène. Ça, c'était la première des choses parce que effectivement, comme ce mucus reste stagné dans les poumons, il a tendance à s'infecter. Ça veut dire que tous les germes que l'enfant respire, au lieu d'être évacués naturellement comme nous on le fait, lui, il reste collé dans le mucus. Et s'il reste collé dans le mucus, automatiquement, il a tendance à s'infecter. Donc il faut essayer de faire en sorte, alors ça c'est très subjectif, mais que l'enfant ne respire pas tous ces mauvais germes. Alors on peut pas le mettre dans une bulle. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est juste de trouver un compromis entre les précautions à prendre et puis la vie tout simplement. Mhm. Mais bon, il y a des choses qu'on peut éviter, hein, respirer, l'eau stagnante, des choses comme ça. Et puis, donc voilà, on fait attention à la maison, on stérilise tous les appareils que l'enfant respire, hein, pour ses aérosols, pour tout ça. Donc il y a plein de précautions.
Et puis après, par rapport à tout ce qu'ils donnent comme protocole à la maison, bah, ça va être les séances de kiné, ça va être... Alors après, ça c'est encore un autre domaine parce que il faut trouver un kiné formé, un kiné qui comprend la mucoviscidose, pas forcément qui la connaisse super bien, mais au moins qui la comprenne, un kiné qui sache faire du respiratoire, et puis un kiné qui a envie de s'impliquer envers un enfant comme Zélie, parce que ça va lui demander du temps. Et puis je Mm. sais que le temps, vous n'en avez pas toujours, et les kinés n'en ont pas toujours. Et puis il y a aussi, faut dire ce qui est, certainement une notion de rentabilité. Donc c'est pas évident pour un kiné qui a juste, entre guillemets, un patient atteint de cette maladie. Il va devoir se former, ça lui demande du temps. Il va devoir s'impliquer, être disponible. Donc c'est compliqué, c'est une vraie responsabilité de s'occuper d'un enfant qui a la mucoviscidose, et ils sont pas Mhm. tous prêts à l'apprendre. Mm. Mm. Et du coup, toi, bah, par rapport à ça, quel a été ton parcours, on va dire, avec les kinés, qui soient bons ou pas bons, je pense que tu as eu des pas bons et tu as eu des très bons, enfin même Oui, des excellents sur ton chemin. Quel a été ton parcours? Qu'est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, bah, toi, comment tu vivais peut-être les premières séances de kiné que tu as fait? Parce que j'imagine au début, on t'a dit il faut faire du kiné. Bah, au début, ça devait être le kiné de l'hôpital qui est venu, puis après, tu as pris c'est ça. peut-être un kiné qui était à côté de chez toi, Oui. mais sans forcément voilà, savoir que c'était un expert ou pas. Puis après, peut-être que tu allé chercher plus. Enfin, comment ça s'est passé justement? Bah, au départ, effectivement, c'était à l'hôpital. Et puis, j'avais encore cette image qu'à l'hôpital, tout le monde est super professionnel. Donc, non, mais après, il y a beaucoup de professionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est l'hôpital que tout est parfait. Ça, c'est sûr. Euh, C'est voilà. sûr. Mais au départ, voilà, on se dit, bon, bah, c'est à l'hôpital, ils connaissent leur travail. Et puis, en fait, Mm. c'était peut-être des bons kinés, et je veux pas du tout tirer sur la profession. Par contre, il y a une chose qui a manqué cruellement, c'est qu'ils n'ont pas compris de quoi avait besoin Zélie. Voilà. Tous les kinés que je rencontrais essayaient, comme on voit hein, dans les vidéos, ils essayaient de la faire cracher systématiquement en appuyant sur son thorax. Je me disais, bon, bah, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, c'est pas, je leur faisais confiance, mais pour autant, Zélie ne crachait jamais, elle sortait jamais de mucus, et elle allait toujours aussi mal. En fait, elle avait beaucoup de mal à respirer. Alors évidemment, quand ils sont bébés, on mesure pas leur VEMS, hein, leur capacité respiratoire. Mais bon, le teint était pas bon, la saturation en oxygène n'était pas bonne, enfin ça n'allait pas quoi. Et les kinés continuaient à la faire cracher. Voilà. Et puis jusqu'au Tu as jour où j'ai essayé. rencontré, bah, ils essayaient, ouais, ils n'y arrivaient pas. Mais puis jusqu'au jour où effectivement je rencontre Sophie Jacques, qui est une kiné experte, lors d'une formation pour parents. Et quand elle a vu Ok. Zélie, elle m'a bien dit, il faut arrêter de la faire cracher, il faut juste la faire ventiler, c'est ramener de l'air dans ses poumons. Et de ce Ok. moment-là, la prise en charge a changé et j'ai su qu'il fallait faire autre chose. Mais je l'ai pas su toute seule, hein, on m'a aidée. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, tu t'es dit, peut-être que ça t'a fait prendre du recul, j'ai envie de dire, par rapport au monde médical, parce que souvent, enfin, en France, le système médical, je dis bien le système, il est idéal. Les soins, Oui, c'est entre guillemets gratuit. On peut se faire soigner quasiment partout. Voilà, oui, c'est magnifique en vrai. Mais on se rend pas compte qu'au final, bah, c'est des gens comme tout le monde à mm, l'intérieur. Et que parmi ces professions, c'est comme chez un garagiste, en fait, il va y avoir des bons et des moins bons et des gens qui sont là, ils savent même pas pourquoi. Et forcément, ces personnes, ils vont pas bien travailler, malheureusement. Euh, et du coup, sauf que quand on est patient, on se rend pas compte de ça. Et je pense qu'il faut vivre de l'intérieur, donc soit du côté professionnel, soit peut-être bah, du côté patient entre guillemets, pour malheureusement se rendre compte des fois qu'il y a des professionnels qui sont pas compétents, sans peut-être que c'est involontaire de leur part. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette hypothèse-là, mais tu vas être plus dur que moi encore. moi, je suis extrêmement dur parce que c'est de par
mon passif professionnel, puis mes nombreux contacts, on va dire, dans la médecine française, c'est accablant parfois, mais c'est pas grave. Mm. Et du coup, enfin, ça t'a permis de prendre du recul par rapport à ça et de te dire, ils vont m'apporter une solution, tout ce qui est médicaments, etc. Il faut bien sûr les écouter et ça, ça paraît normal. Mais peut-être qu'il faut aussi parfois prendre du recul par rapport à ce qui est dit et se dire que il n'y a pas que ça à faire. Peut-être qu'il y a d'autres choses à chercher, des choses qui vont être bénéfiques et de toute manière, qui ne tente rien à rien, donc autant tester. Mm. Et ça t'a peut-être permis aussi bah, de commencer, enfin, à partir du moment où, je sais pas si c'était ta première expérience, on va dire, où tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était totalement différent d'un professionnel à l'autre, euh, qu'il y avait d'autres solutions finalement. Et du coup, donc, tu as rencontré Sophie lors de cette formation. Et après, comment ça s'est passé? Du coup, tu as trouvé une kiné qui travaillait comme elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a qu'une Sophie, alors j'ai pas trouvé de kiné qui travaillait comme elle, c'est un peu le problème. J'ai rencontré Sophie alors lors de cette formation et elle nous a expliqué les choses, elle nous a expliqué la mucoviscidose à nous parents à qui on avait déjà expliqué la mucoviscidose hein, au CRCM, mais elle nous l'a Mhm. expliqué d'une telle manière bah, qu'on a compris. On a compris, C'était ça en mais de fait. ma- mais c'est ça, mais de manière, on avait l'impression de la comprendre, mais elle nous a Mhm. donné des choses mais tellement simples, tellement évidentes à la fois que, enfin, moi, Zélie avait 2 ans quand je l'ai rencontrée et je me suis dit, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça? Pourquoi on m'a jamais expliqué la kiné respiratoire comme ça? Et la première Mhm. chose qu'elle nous a dite, c'est que si vous ne préparez pas le mucus de vos enfants avant la séance de kiné ne sert à rien. Et Mhm. évidemment, vu comme je voyais les kinés travailler avec Zélie, que je voyais qu'elle ne crachait rien, qu'il n'y avait rien, bah, je me suis dit oui, il y a certainement des choses à faire. Voilà. Mhm. Ok. Mm. On vous mettra le compte de Sophie pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir comment elle vulgarise, on va dire, cette passion qu'elle a pour la kiné respiratoire, qui le fait très bien. C'est très intéressant. Et du coup, donc, tu t'es mis à préparer, entre guillemets, bah, le mucus. Ça veut dire quoi? Préparer, oui, bah, Oui, le enfin, la pompe préparer, ouais. respiratoire, oui. Préparer le mucus. Ouais. Ouais. Comment t'as fait ça? Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Alors, elle nous a expliqué qu'effectivement, pour que le mucus sorte, pour qu'il bouge, ben, il fallait qu'il soit plus fluide. Ça paraît évident. Et pour ça, il fallait l'hydrater beaucoup, donc en buvant suffisamment. Il fallait faire les aérosols. Voilà, dans la mucoviscidose, on nous prescrit hein, des aérosols de fluidifiants. Alors, on a le pulmosine, par exemple, qui permet de fractionner le mucus. Donc, il suffit pas qu'il soit prescrit et qu'il soit mis dans la machine, mais après, il faut bien le faire, il faut bien le réaliser. Donc, elle nous a aussi expliqué comment le faire. Ce qui n'est pas facile avec un petit, hein, parce que Zélie était petite à ce moment-là, donc bah, il faut trouver des moyens pour que l'aérosol passe. Et puis, elle nous a expliqué que bah, il fallait que l'enfant bouge. Voilà, il faut bouger tout simplement. On hydrate le mucus, on le bouge et on le rebouge. Et bah voilà, à partir de ce moment-là, on comprend que bah, avant que le kiné arrive, il faut que l'aérosol soit bien fait. L'hydratation, elle doit être permanente. Et puis, il faut qu'on ait fait bouger l'enfant. Et déjà, Ok. ça nous donne un rôle plus sympa aussi. Puis on se dit, bah voilà, j'ai participé d'une certaine manière et au moins rendre la séance de kiné plus efficace. Ok. Oui, donc vraiment, toi, t'as un réel rôle bah, enfin, limite de thérapeute à ce moment-là. T'endosses cette casquette-là parce que, en soi, le kiné, il pourrait le faire, ça, tu vois, enfin, sur l'hydratation, peut-être pas, parce que voilà, ça, c'est un travail de toute la journée. Oui. Mais sur enfin, le préparer avec les aérosols, Mm. le préparer avec les mobilisations et tout ça, bah, ça, c'est, entre guillemets, ça pourrait être le travail d'un kiné, mais c'est vrai que bah, si ça prend du temps, je pense, et comme tu as dit, parfois, bah, les kinés, ils ont, enfin, le temps dans la santé, ça coûte très cher, on va C'est dire, ça. malheureusement.
Et du coup, c'était pas possible avec le système actuel. Et donc, du coup, elle t'a expliqué comment faire tout ça. Et donc, après, t'es reparti chez toi et t'as retrouvé une kiné où tu faisais toi. Comment ça s'est passé? Alors au départ, c'était le kiné de Zélie qui venait. Et puis bah, je faisais tout ce travail en amont et je me calquais en fait sur l'horaire à laquelle il devait passer. Ok. Voilà. Ok. Donc ça a duré un petit moment. Et puis bon, on n'a pas tout résolu les problèmes de Zélie du jour au lendemain, hein, c'est un long cheminement. Et puis Zélie, à 4 ans, n'allait pas bien du tout. Elle faisait infection sur infection. Donc cure intraveineuse sur cure intraveineuse, hein, c'est des cures d'antibiotiques en intraveineuse, donc en perfusion. Et puis on s'en sortait pas. Et du coup, on a pris la décision avec le médecin, et fortement conseillé par Sophie notamment, d'envoyer Zélie en séjour de réhabilitation respiratoire en Belgique, à Deanne. Donc elle y a passé 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, alors elle est arrivée là-bas, elle était pas bien, elle était encombrée, elle avait très très mal au ventre et elle avait déjà fait une occlusion peu de temps avant. Elle était vraiment pas en forme. Et puis elle a passé 3 semaines à faire 2 séances de kiné par jour, hein, à faire les aérosols avec la kiné, à faire du travail postural, du sport, à bien manger. Enfin, il n'y a rien eu non plus de compliqué ou de révolutionnaire, simplement que c'était 3 semaines qui étaient dédiées à sa santé et elle est ressortie de ces 3 semaines, mais elle était vraiment, vraiment beaucoup mieux. Elle n'avait pas eu un traitement supplémentaire, donc elle est arrivée, elle n'était pas bien, et simplement en prenant beaucoup de temps avec elle, elle était déjà beaucoup mieux. Et c'est là un peu que ça a fait écho en disant que bon, finalement, il y avait des choses qu'on pouvait faire à la maison, qu'on pouvait nous apporter à Zélie, que ça allait demander beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais que bon, après tout, si c'est pas nous, qui va le faire? Oui, ça en valait la peine, clairement. Enfin, Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Ben, du coup, donc toi, tu as pris, entre guillemets, peut-être. Enfin, il me semble que, si j'ai bien compris, que tu as pris le relais sur les séances de kiné respi après, c'est ça? oui, oui, C'est toi qui les faisais à Zélie. oui. Au final, tu faisais le rôle du kiné parce que c'est Sophie qui t'a formé, Mhm. c'est ça? Et ça te permettait de l'organiser comme vous vouliez, entre guillemets, dans votre journée, d'être beaucoup moins dépendant, j'imagine, parce que quand tu dois faire 2 séances de kiné par jour, déjà le kiné, il va peut-être pas pouvoir venir 2 fois pendant la journée. Donc ça veut dire que enfin, tu subis, entre guillemets, ce système. Et là, Oui. tu as choisi, par cette façon de faire, de créer ton propre système pour le bien de Zélie. Et Mhm. enfin, l'avenir a montré que ça a été clairement bénéfique, ça c'est, je Oui, oui. pense. Je n'ai jamais regretté ce choix-là, pas une seule Ouais, fois. bah, tu m'étonnes. Ouais. Mais parce qu'au final c'est pas facile, tu dois jongler avec plein de casquettes différentes, tu dois jongler avec ta casquette de maman, ta casquette d'accompagnante entre guillemets, et ta casquette de thérapeute quand tu viens faire des séances de Mm. kiné-respi de ta fille. Comment t'as fait pour gérer ça? Est-ce que t'as des mots pour décrire ça ou pas trop? Eh ben, je dirais que contrairement à ce que les soignants ont toujours dit, j'ai jamais justement changé de casquette. Je suis la Ok. maman de Zélie. Voilà. Et à partir du moment où je suis sa maman, j'ai choisi d'être sa maman. On n'a pas choisi la mucoviscidose, mais j'ai choisi d'être sa mère. Et ben à partir de ce moment-là, je fais tout pour qu'elle aille bien. Ok. Donc après, euh, je compare toujours, ce qui évidemment ça peut faire sourire, mais un enfant, enfin par exemple ses sœurs, quand elles avaient la grippe, qu'elles étaient très malades, qu'elles avaient de la fièvre, je les Mm. bichonnais, voilà. Et ben Zélie c'est pareil, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais enfin dans mon idée c'est ça. C'est pas, je me dis pas un coup je suis Ok. infirmière, un coup je suis psy, non, je suis sa maman en fait, c'est tout. Ok. Mm. Ok. Bon, c'est très intéressant justement comme façon de penser. Ça montre encore une fois que parfois le système peut avoir une idée préconçue et qu'au final, si t'as pas demandé à la personne en question, t'en sais rien en fait. Donc C'est c'est ça, toujours important de c'est parler ça. de ça, je pense. Et
peut-être que enfin, tout le monde ne va pas le vivre de la même manière aussi. Donc ça, c'est très Oui. dépendant de chacun, je pense. Mm. Et peut-être que votre force de caractère a fait que c'était possible pour vous, et peut-être que ça ne sera pas possible pour d'autres. Et voilà, mais ok, ça c'est très intéressant. Et du coup, bah, pour toi, d'un point de vue professionnel, forcément, ça t'a demandé d'arrêter ton travail à ce Oui. moment-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais avant, justement? Avant, j'étais formatrice. J'étais dans les cosmétiques. C'était beaucoup plus léger, hein. J'étais formatrice et j'étais itinérante. Donc en fait, je circulais avec ma voiture, ma valise, d'institut en institut, thalasso en thalasso, pour aller soigner. Tu vois, c'est un lapsus. Pour aller former, pour aller former des esthéticiennes ou des vendeuses aux cosmétiques et à la vente et à la technique de la marque. Ok. Mm. Et du coup, donc immédiatement, tu as dû arrêter ton travail, j'imagine. Bah, Oui, déjà, alors tout le temps de l'hospitalisation, comment ça s'est fait? au départ, il y a le congé maternité Hmm, et puis qu'on prolonge très très vite en congé parental, hein. hmm, Donc au troisième enfant, c'était la troisième Zélie, donc au troisième enfant, on peut prendre jusqu'à 3 ans derrière assez facilement. Donc ça me laissait du temps. Voilà, il y a pas de décision brutale, c'est pas du jour au lendemain. Et puis quand Zélie avait 3 ans, bah, en fait, on était toujours aussi occupés que quand elle avait 3 mois, mhm, aussi occupés et préoccupés surtout. hmm. Et du coup, bah, après, j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat avec mon employeur. Ok. Alors, j'aime pas cette Et façon d'arrêter de travailler parce que c'est un peu finir en queue de poisson, mais bon, c'est pas grave, c'est une page qui s'est tournée comme ça. après, enfin, pour le coup, c'était. Enfin, là, il y avait un choix à faire et c'était soit ton travail, soit ta famille, ta fille. Bon, Oui, bah, c'est vite fait, hein. Il n'y n'importe. avait pas eu à Oui, réfléchir, hein. c'est clair. C'est clair. Et justement, bah après, enfin, comment ça se passe en France? J'imagine que il y a des aides qui vous sont reversées pour que vous puissiez continuer de vivre parce que quand c'est comme ça, tu te retrouves un couple, il n'y a plus qu'une personne qui travaille. Bah en fait, tu as un enfant que tu dois t'occuper toute la journée, Mm. une bonne partie de la journée du moins. Comment ça se passe? Que fait notre Bah, beau pays? écoute, il y a les allocations, hein. Il y a les allocations, des allocations enfants handicapés, tout simplement, parce que Ok. Zélie est donc à le statut handicapé. Et puis, en fonction je pense que c'est en fonction de la sévérité de la maladie, ou pas de la sévérité, mais du manque d'autonomie de l'enfant, on a ce qu'on appelle un complément. Alors, il existe, à mon avis, 6 compléments. Euh, et puis, bah, si on arrête de travailler totalement, on peut avoir le maximum, à condition, bien sûr, que la situation soit validée par le médecin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le médecin dise, oui, effectivement, la santé de l'enfant nécessite que le parent s'arrête de travailler pour s'occuper de lui. Voilà, on ne décide Ok. pas tout d'un coup, moi Oui, j'arrête de non. travailler pour m'occuper de mon enfant, je vais avoir les allocs. Ça marche pas comme Mhm, ça. C'est vrai c'est mhm. vraiment il faut vraiment que ce soit validé par les médecins. Et puis après, ça passe en commission. Et puis voilà, donc je touche ce petit salaire. Et puis c'est renouvelé tous les 2, 3 ans. Il faut refaire le dossier. Tu dois refaire le Voilà, dossier. Ok. voilà. Donc on sait qu'un jour aussi, ça va s'arrêter. Bah oui, je me doute. Et Voilà. justement, c'était ma question. Comment toi t'envisages la suite, bah, pour toi aussi d'un point de vue, tu vois, professionnel, parce que même si tu vois, potentiellement ça continuer, au bout d'un moment, bah, Zélie, elle sera beaucoup plus grande. Peut-être qu'elle sera plus autonome entre guillemets dans sa Ah prise bah, en on fait charge. tout Et pour. oui, ça, j'en doute pas, je sais. Ah. Et, bah, et à un moment donné, tu vas devoir, tu vois, bah, retravailler, entre guillemets, je pense. Et c'est ce que tu as envie, à mon avis. Je pense pas que tu sois du tempérament à rester à la maison tranquille comme ça, tu vois, c'est pas ce qui te plaît, à Non. mon avis. Enfin, c'est pas ce que je ressens, du moins, quand on échange. Comment t'envisages la suite? T'as des idées déjà? T'as envie de refaire des choses que tu faisais avant ou pas du tout? Non, je reprendrai pas mon travail.
comme tel que je le faisais avant. Alors déjà parce que j'étais sur la route, donc c'est plus envisageable. Et puis il y a un moment pour tout, hein, parce qu'en 12 ans, bah, j'ai pris 12 ans. Voilà, donc j'ai plus l'âge de ces bêtises. Mais non, non, ça je ferai plus la route. Les cosmétiques, ça m'intéresse plus non plus, mais vraiment, parce que je pense que, bon, évidemment, il y a un côté, dans le métier que j'exerçais, il y avait un côté un peu superficiel, mais sympa en même temps, le côté. Et puis, bah, ce côté-là m'intéresse plus du tout, en fait. Voilà, ça aussi, ça m'a changé. Mhm. Bien sûr. La vie médicale m'a changé. Après, je pratique aussi le shiatsu, hein, donc voilà, peut-être que je m'installerai en tant qu'auto-entrepreneur. Je sais pas, j'ai pas plus C'est pas. réfléchi que ça. Ok. Non. Ok. Et, justement, bah, le shiatsu, je connais pas bien cette pratique, tu vois, mais il me semble qu'il y a un aspect aussi très méditatif, si je me trompe Mhm, pas, mhm. ou pas. Oui, Oui. on travaille sur les énergies. Ok. On travaille sur les énergies, ouais. Ça fait longtemps que t'en fais? Eh ben écoute, j'ai commencé, j'étais enceinte de Zélie. Est-ce Voilà, que donc ça c'est fait intéressant? 12 ans. Oui. Est-ce que parfois t'as le sentiment ou la conviction pardon, que ça t'a aidé justement par rapport à tout ce que tu nous disais au départ pour bah, gérer tes colères, tes peurs, tout ça, sur cet aspect un peu méditatif ou pas vraiment? Recentrer, enfin le fait que ça te ressente sur toi-même, tu vois aussi? J'ai appris à me recentrer, effectivement. Donc je me recentre surtout avant les rendez-vous avec les médecins. Mais non, non, oui, mais ça m'a appris plein de choses. Enfin, après, est-ce que ça m'a aidé pour Zélie? Je sais pas, parce qu'à un moment donné, il a fallu aussi faire la part des choses. Le shiatsu, c'est pas du drainage, le drainage, c'est pas du shiatsu. Donc, Non. il a fallu que ce soit quelque chose, fallait bien placer comme quelque chose en plus, le shiatsu, Mhm. qui venait aider en plus Zélie. Mais pour le coup, j'avais plus le temps. Enfin, moi, je D'accord. l'avais à la limite, mais enfin, j'allais pas. Une fois qu'on avait fait la kiné, le sport, tout ça, bah évidemment, j'allais pas dire à Zélie, bon, maintenant tu t'allonges et on va faire du shiatsu, quoi. Non, va Et jouer, toi, c'était. tu le faisais pas toute seule, toi? Alors, le shiatsu, c'est de donneur à receveur. Ah ok, C'est, je savais pas. c'est- Je connais pas du tout voilà, en fait. Du coup, voilà. ok, faut Donc, être deux non, absolument. tout, bah, non, je peux me le faire moi-même. À la limite, je peux me faire des points toute seule, mais une séance de shiatsu, c'est vraiment d'un donneur à un receveur. Ouais, effectivement. Donc, je peux pratiquer. Ok, Je pratique pas assez pour être experte, mais je sais pratiquer. Ouais. Mm. ok, ok, d'accord. Très bien, c'est intéressant. Justement, donc bah, toute cette histoire que tu nous racontes depuis, depuis tout à l'heure, tu l'as écrite dans deux livres, du coup. Euh, Mhm. comment ça t'est venu cette idée d'écrire? Pourquoi tu as voulu faire ça? Bah, au départ, j'ai commencé à écrire tout ce que je n'arrivais pas à dire, en fait. Voilà, j'étais assez fermée quand Mhm. elle était petite, et notamment vis-à-vis du corps médical. Euh, J'étais beaucoup dans l'observation, mais après, c'est aussi mon tempérament où je me livre peu. Euh, donc j'allais pas, je me voyais pas leur dire j'ai pas le moral, je suis fatiguée. Évidemment que j'étais hyper fatiguée, j'en pouvais plus, mais quand je leur amenais Zélie, je leur amenais Zélie quoi. Donc si moi j'allais pas bien, j'avais qu'à aller voir autre chose, quelqu'un d'autre surtout. Euh, Mhm. donc du coup, je me suis mise moi-même une barrière vis-à-vis des soignants pour qu'ils se concentrent sur Zélie. Mais du coup, évidemment, il y a plein de choses que j'aurais eu envie de dire et encore, le peu que j'ai dit, je pense que je le disais de manière assez froide ou assez cassante parce que j'avais pas l'art et la manière. Et à un moment donné, bah, ouais, bah ouais, on se refait pas, hein. Mais à Non, un non. moment donné, bon, il a fallu se libérer de tout ça. Et quelque part, j'avais aussi envie de montrer au corps soignant et aux gens hein, qu'on peut côtoyer, qui savent pas quoi te dire quand t'es pas bien, quand il t'arrive
quand tu vis un moment difficile. Et quand ils savent pas quoi dire et qu'ils veulent parler à tout prix, bah, t'as de grandes chances qu'ils disent une bêtise, en fait. Et j'avais envie de dire, j'avais envie de dire, mais juste, enfin, c'est pas grave si vous savez pas quoi dire. Les médecins, c'est pareil. Je sais que vous êtes là et les infirmières, pareil. Je leur disais, enfin, dans ce que je voulais faire passer, qu'une main sur l'épaule, ça m'a beaucoup plus réconforté que certains mots, mais qui étaient mais complètement à côté. Et qui ont, quand on est hyper fragile, à ce moment-là, des répercussions, enfin, une résonance très importante. Maintenant, les maladresses, elles me font plus mal parce que je suis plus sensible comme je l'étais il y a 12 ans. On a appris bien à, sûr. à dompter la maladie, on a évolué, on sent. Mais au début, on est tellement vulnérable que toutes les paroles prennent une importance démesurée, C'est en quoi la, fait. c'est quoi la phrase qui t'a le plus marqué? Bah, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui m'a quand même bien marquée. C'est bon, Zélie, elle a une gastrostomie, hein. Elle a une gastrostomie, donc c'est un raccourci au niveau de l'estomac pour être nourrie la nuit. Et elle a cette gastrostomie parce que pour des raisons médicales. Et Mhm. un jour, un médecin lui avait dit, parce que Zélie ne mangeait pas, lui avait dit, mais Zélie, il faut que tu manges parce que c'est parce que tu manges pas que tu as une gastrostomie. Et en fait, c'est une parole qui voulait absolument dire que le médecin ne connaissait absolument pas l'histoire de Zélie. Et parce qu'en fait, elle a eu une gastrostomie et c'est cette gastrostomie qui a tout déréglé sa façon de manger. Elle a beaucoup vomi après. Enfin, et en fait, il était en train de culpabiliser Zélie alors qu'elle ne faisait que subir. Mhm. Enfin, voilà, c'est vraiment une phrase alors, elle n'est pas blessante, hein, mais elle est tellement à côté, mais tellement que Ouais, ouais. voilà, que j'y Mhm. repense régulièrement. Mais bon, sinon après, oui, il y en a plein, tu vois. Il suffit de vouloir les Ouais, citer pour ouais. pas les trouver. Mais d'ailleurs, je les ai Oui, oubliés, non, c'est bon mais signe. oui, c'est ça. C'est clair. Ok. Mm. Et donc du coup, bah, au final, ces livres, c'était pour montrer votre histoire et pour montrer au personnel soignant bah, que au final, quoi qu'il arrive, tu sauras pas ce que la personne vit déjà quand elle est en face de toi, tant que tu l'as pas Oui, vécu, je pense. Et tout le monde va réagir différemment et c'est important je pense, de garder ça à l'esprit. C'est vrai que parfois ça peut être compliqué, mais c'est important de garder ça à l'esprit que chacun est différent et chacun va réagir différemment au traitement. On n'est pas tous pareils, tous les patients ne sont pas pareils. Et en tout cas, enfin moi, le retour que j'ai de ce livre, c'est vraiment que c'est moi que j'en fais, du moins, c'est que je trouve ça vraiment ultra intéressant parce que, comme je t'ai dit, ça montre une autre façon de faire, une force de détermination, je trouve vraiment très très importante, tu vois. mm. Et je le conseille souvent, je l'ai acheté à ma grand-mère et tout, elle était contente. Elle trouvait ça vraiment très très beau, entre guillemets, d'un point de vue, tu vois, humain, parce que c'est une réelle épreuve que vous avez surmonté de la meilleure des manières Mm. avec vos moyens et tout, franchement. Donc, bravo pour ça. Et je trouve que ça Merci. se Mm. retranscrit énormément dans ce livre, tu vois, justement. Euh, et donc, tu as fait 2 tomes. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as t'as envie de poursuivre après, sur votre histoire à vous? Ou aujourd'hui, c'est pas vraiment. Enfin, ça te motive moins? Alors écoute, déjà écrire, c'était une grande surprise. Enfin, je me suis surprise moi-même. Je savais pas que je, je pouvais écrire. Euh, donc j'ai pris le goût d'écrire avec ces 2 livres. J'ai vraiment aimé ça. Mais si je fais un troisième livre, ce sera plus sur la mucoviscidose, ce sera pas la suite. Je pense que j'ai tout dit et que s'il y a un troisième tome sur la mucoviscidose, il faut que ce soit Zélie qui l'écrive. Et d'ailleurs, je le dis au sens propre comme au sens figuré. Maintenant, c'est à elle d'écrire son livre. Voilà. Donc, Hmm. on lui donne tous les outils en main. Elle est de plus en plus experte de son corps. Alors, faut être derrière encore parce que ça reste quand même une petite fille de 12 ans et là, tu es en train de me faire passer pour la mère parfaite, mais c'est pas toujours tous les sourires à la maison et tout. Enfin bon, des fois, Oui, bien sûr. voilà, c'est pas facile, quoi. Ça,
des fois on rigole, on arrive à faire passer les choses, mais il y a de la colère, il y a des énervements, il y a des disputes aussi. Et mais bon, voilà, je me dis que là, on est en train de donner les outils en main et ouais, je pense que Zélie, il faut qu'elle soit autonome, qu'elle soit critique, qu'elle sache, voilà, c'est surtout ça, qu'elle se laisse pas faire entre guillemets, voilà, voilà, qu'elle sache sentir si ce qu'on lui dit est juste ou pas. Enfin, alors on est là, hein, on l'accompagne, mais je trouve que voilà, plus elle sera autonome, mieux Quelle est ce une sera. capacité de remise en question, c'est ça? Ah oui, Envers, oui, enfin, ce- envers quand il elle arrive comme de envers remettre en les autres. question. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça. Mm, Très important, très ouais. important. Mais bon, elle est à bonne école. Quel, hein? Elle est à la Elle bonne est à école? bonne école, ouais. Oh, ça va. Que- quel impact il a eu ce livre sur, pas sur vous directement, mais peut-être sur la mucoviscidose ou sur des parents qui vivaient une histoire similaire à la vôtre ou sur des soignants? Enfin, est-ce que tu as pu mesurer cet impact-là, toi, ou pas? Bah écoute, oui, ça a été une vraie aventure, une vraie ouverture. Et franchement, ça a été une belle aventure. Ça a été une belle aventure parce que déjà, bon, il est un petit peu dur hein, comme livre aussi. Enfin, Mm. euh, euh, il est certainement beau dans l'amour qui ressort du livre et Mm. dans le combat, mais c'est vrai que je suis pas tendre justement avec les soignants, et les émotions sont assez fortes parce que elles étaient comme ça. Mais Bien sûr. mais du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Je te demandais Mais quel impact ça avait eu sur les gens, c'est ça, en général. c'est ça. Et du coup, voilà, avant de l'éditer, je l'ai fait lire à ses médecins à Zélie. C'était important parce que je voulais pas qu'il soit blessé par le contenu parce que moi je l'ai écrit spontanément et j'étais pas dans Mhm. l'optique de ni de rendre enfin j'ai pas de compte à rendre Oui. hein, ni de leçons à donner encore moins. Mais du coup je leur ai fait lire et ce qui est sympa c'est que ça a provoqué des discussions qu'on n'aurait pas eues autrement. Voilà, que ce soit avec ces Ok. médecins de Rennes ou de Lorient, ben on s'est posé face à face et on a pu discuter du vécu de Zélie et de ce que j'avais pu ressentir et de ce que j'avais pu écrire. Et ces discussions-là, on les aurait pas eues autrement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé pouvoir aborder. Et puis du coup, bah, j'ai été aussi en contact avec d'autres parents qui m'ont dit merci. Voilà, parce qu'en fait, ils se sont sentis le droit aussi de craquer. Euh, Mhm. Parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit toujours fort. Et c'est ce qu'on met aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se transpire tout le temps. Et on voit les gens, bah, ils vivent des choses difficiles, mais ils restent souriants. Enfin bon, voilà, super. Enfin, on fait tout comme il faut, mais ça reste quand même Mhm. douloureux par moment. Voilà, donc c'est aussi important de montrer que même si on est combatif, même si on a une volonté énorme, bah, ça n'empêche qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de s'énerver, et puis des fois c'est pour mieux repartir. Et, et voilà, certains parents m'ont dit ils culpabilisaient de ne pas aller bien par moment, et grâce au livre, ils culpabilisaient plus. Bah, j'étais contente. C'est un beau Bah, retour tu aussi. m'étonnes. Mm, Bah oui, carrément, c'est super. Et est-ce que tu mm. as eu des retours de patients, peut-être qui étaient plus âgés que Zélie aujourd'hui aussi, ou pas? Oui, j'ai eu des retours bah alors c'est différent parce que là souvent ils étaient nés 20, 30 ans, 40 ans avant Zélie. Mhm. Donc euh, évidemment le vécu n'est pas tout L'histoire à n'était fait pas le la même. même parce que Mhm. l'histoire n'était pas la même. Et puis quand même ce qui différencie la génération de Zélie avec les générations précédentes, c'est qu'il y a quand même, quoi qu'on dise, énormément de bienveillance autour de l'enfant.
contrairement à avant, parce qu'ils disent tous que c'était très dur pour eux en tant qu'enfants. On leur demandait pas comment ils allaient, on leur faisait le soin et puis et il fallait qu'ils ravalent leurs larmes et puis c'est tout quoi. Et c'est vrai que maintenant en pédiatrie, quand même, on fait très attention aux enfants, on fait en sorte qu'ils souffrent pas, on leur explique les choses. Enfin, c'est aussi Oui, quelque c'est. chose qu'ils m'ont souvent dit. Ouais. Ok. Mais d'un On les autre prend comme côté, des êtres humains normaux, quoi. Donc, ce qui oui, devrait être voilà, le cas tout le temps. c'est ça. Mais bon, on évolue des fois dans le bon sens, hein, comme quoi, Oui, mais non, non, c'est ce qu'ils m'ont souvent dit, mais en même temps, ils étaient aussi étonnés qu'un enfant né en 2011 ait une mucoviscidose aussi sévère. Voilà, parce qu'ils ont l'impression que les enfants qui naissent aujourd'hui, ben, avec la mucoviscidose, hein, ben, ils ont entre guillemets, la belle vie par rapport à eux, quoi. Et ben, c'est pas toujours le cas. Donc, hmm. non. Ok, très intéressant. Combien t'en as vendu de ces livres? Tu sais? Oh, j'en ai vendu, ouais, 2500, Ok. C'est en à peu auto-édition? près. Non, il était en maison d'édition, chez Live Édition. Ok. Et ils sont encore édités, justement? Ils sont encore édités. Alors, la maison d'édition de Live Édition a fermé. Ça, c'est pour le premier livre, hein. Ok. La maison d'édition a fermé, donc j'ai racheté mes stocks et donc je le vends sur Internet maintenant. Et dans les librairies pas loin de chez Ok. moi. Mm. Ouais. Ok, bah, très bien. J'espère qu'en tout cas, pour cette petite partie d'échange sur le livre, ça vous a donné envie de le lire. Je vous remettrai, je vous le redis encore, mais je vous mettrai le lien en description. Vous avez intérêt d'aller l'acheter. Franchement, je vous le recommande. Vraiment très très bien. Très, très intéressant comme livre. Ça montre justement bah, de l'intérieur ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir quand on est accompagnant ou patient. Voilà, tout ça pour faire attention aux mots qu'on va utiliser. Je pense que c'est très très important. Euh, Justement, si on allait un petit peu sur le système de santé français en général, toi, quels sont les avantages et les inconvénients que tu vois? Les avantages, je pense que voilà, la santé gratuite, le fait qu'on puisse être pris en charge et tout, ça c'est indéniable. Mais forcément, ça amène aussi des inconvénients. Et le fait de mettre en lumière parfois de ces inconvénients, ça permet bah, de se dire, ok, là, on a une marge de progression. Tu vois. Pour moi, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Et Mhm. malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on ne le demande pas assez. Et on va pas. Enfin, je trouve que le système de santé ne se remet pas assez en question. Tu vois, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'évaluation des compétences. Et une fois que tu as ton diplôme, si c'était en 1970, tu peux ne pas avoir fait de formation. Euh, Mm. Personne va vérifier que tu es un bon kiné, un bon médecin. Voilà. C'est ça. Quelle est ta vision de la santé en France de ce côté-là, toi? Alors déjà, en tant que formatrice dans les cosmétiques, mais la formation c'est pareil, je disais toujours que c'est pas parce qu'on est formé qu'on est compétent. Bah c'est Mhm. pareil dans la médecine, c'est pareil chez les kinés, c'est pareil dans tous les domaines. Formé ne veut pas dire compétent. Je pense que la compétence, elle vient avec la volonté de bien faire et l'ouverture d'esprit. Et là, je pense que là, on peut devenir compétent. Euh, Dans la médecine, aujourd'hui, dans le système de santé, effectivement, bah, les soins gratuits, autant dire que pour une maladie comme la mucoviscidose vu le coût des traitements, heureusement, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait soigner son enfant. Après, on a une chance énorme, c'est d'avoir des CRCM. Donc, ce Ok. sont des centres de compétences et de ressources pour la mucoviscidose, donc dans lesquels les enfants et les patients adultes sont suivis. Ces CRCM ont été mis en place par l'association Vaincre la mucoviscidose. Et ça, c'est une chance énorme que nous avons, parce que quand Zélie est née, euh, et quand elle a été diagnostiquée, on a tout de suite eu le CRCM autour de nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'errance thérapeutique, il n'y a pas eu... voilà, elle a tout de suite été prise en charge par médecin, kiné, infirmière. Et ça, c'est hyper précieux. Et je tiens aussi à rajouter que bah, tout ça, c'est pas un acquis. On pense que c'est des services qui font partie de l'hôpital comme un service de rhumatologie, comme un service de maternité, mais ils sont là grâce au travail associatif. Donc,
ça, je pense que c'est très très important aussi parce que j'ai réalisé que le système de santé en France est, oui, il est bon, mais heureusement quand même aussi qu'il y a les associations à l'hôpital. Voilà, je ne me rendais pas compte de l'impact que pouvaient avoir des associations dans le domaine de la santé. Alors c'est vrai pour la mucoviscidose, mais c'est vrai en oncologie, c'est vrai, ils apportent énormément. Euh, et ça, Qu'est-ce c'est... qu'ils apportent selon toi? Alors là, dans le cadre de la mucoviscidose, ils apportent Ouais. un savoir-faire, une prise en charge, un suivi. Ils sont tous en relation les uns avec les autres. Enfin, ils sont formés quand même régulièrement. Enfin, voilà, ils sont pas isolés. Les CRCM ne sont pas isolés les uns des autres. Il y a de la communication entre les médecins, entre les kinés, entre les infirmières. Et ça, c'est très important. Voilà, parce on n'a jamais été seul. Hein. On se sent seul hein, par moment parce que quand on est seul, quand on est avec une maladie chronique, on se sent seul. Mais pour autant, médicalement, on ne l'est pas. Après, Mm. euh, après, voilà, bah, dans ces centres de soins, bah, ça reste des humains. Et puis, dans ces humains, bah, il y en a qui sont professionnels et d'autres qui le sont moins. Les kinés, on n'a pas toujours des kinés qui sont formés à l'hôpital, voilà, dans les Ok. centres de soins. Voilà, ça c'est, ils sont formés, ils sont kinés, c'est pas le problème, mais ils sont pas Oui, toujours oui. formés à la mucoviscidose. Tu vois, dans Mm. le CRCM dans lequel ils élient, là, il y a une kiné qui est là depuis quelques années, qui est formidable, mais pendant quelques années, ça a tourné en permanence. Donc, ce qui fait que je connaissais la mucoviscidose bien mieux que ces kinés-là. Mm. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a un centre de soins dédié que tout le monde est hyper professionnel ou, enfin, voilà, il y a- mais à côté de ça, on a cette chance-là. Par contre, ce que je reprocherais à la médecine, au sens large du terme, au kiné pareil, c'est d'être trop protocolaire. Voilà. Si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est vraiment mais levez vos yeux, ouvrez vos oreilles et sortez un peu des protocoles. Les protocoles, je pense ils sont indispensables. C'est un fil conducteur, c'est une base, mais il faut savoir regarder ce qui se passe autour et puis observer le patient. Quand on a des consultations, que ce soit en mucoviscidose ou ailleurs, hein, chez le médecin, il passe plus de temps à regarder son ordinateur que son patient. Mm. Donc ça, c'est aussi le côté administratif qui est très lourd, mais du coup, il tape sur son ordinateur en posant des questions, donc il écoute que d'une oreille. Enfin, c'est, j'aurais envie de dire, mais posez-vous, posez vos protocoles, posez votre administratif et écoutez, mais écoutez vraiment, quoi, avec vos deux oreilles. Et ça, Mm. c'est pas évident. On a une médecine qui est trop protocolaire, je trouve. La preuve, c'est que Zélie était dans les protocoles, mais ça ne lui suffisait pas. Mm. C'est très intéressant. Tu vois, j'avais une question, quel axe d'amélioration tu vois pour toi d'un œil extérieur? Et au final, de ce que tu me dis, c'est vraiment cet aspect plutôt écoute du patient Mm, enfin, de tout l'entourage qui avant tu vois, n'était pas du tout enseigné, du moins dans les écoles de kiné. mm, Et mhm. là, depuis quelques années maintenant, c'est quelque chose qui, qui rentre beaucoup plus en compte, ton écoute, l'écoute active, savoir bien comprendre l'environnement global en fait du patient. Avant, Oui, on prenait le patient et sa maladie, et puis voilà, c'était tout le monde pareil. Mais on se rend compte que en fonction du contexte qu'il y a autour, bah, chacun va réagir extrêmement différemment, même si la maladie entre guillemets est la même avec les mêmes problématiques. oui. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, j'espère, va changer petit à petit. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de retour parce que ça permet bah, de prendre conscience, encore une fois, de l'impact qu'on peut avoir aussi, de l'impact des mots, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ultra intéressant. Sur l'aspect justement des protocoles, je trouve que le, deux choses. Déjà, le fait de vouloir des fois sortir du protocole, ça permet d'essayer des choses Mhm. et donc de faire avancer les choses. Et quoi qu'il arrive, si on sort du protocole, du cadre qui nous est donné à la base, mais ça c'est valable pour tout, si on sort du cadre, on va tester des nouvelles choses et on va se faire notre propre avis, on va se dire ok, c'était bien pour moi ou non, c'était pas bien pour moi. Mais Mhm. quoi qu'il arrive, même si c'était pas bien, on va savoir que c'était pas bien. Mais oui, Ça nous aura quand même permis d'apprendre.
et se dire, ok, bah, j'ai essayé. Dans, dans l'idéal, c'est mieux que ce soit pas, ça n'impacte pas négativement et de manière durable sa vie, parce que forcément, sinon, bah, on peut potentiellement regretter. Mais euh, vraiment, le fait de, et ça c'est plus large, hein, je pense que le fait de sortir du cadre, ça permet d'essayer des choses, de s'ouvrir l'esprit, comme tu l'as dit. Et tu vois, quand tu disais que dans la médecine, on était vraiment trop centré sur les études, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Pour te donner notre expérience perso, tu vois, avec Thomas, quand on est sorti de l'école, au début, on était vachement formaté, tu vois, entre guillemets. Oui, Ouais, c'est les études, machin, il faut, si c'est pas prouvé, c'est pas bien, enfin, ça sert à rien, tu vois. C'est parce que c'est ce qu'on t'a, enfin, t'as l'impression que c'est ce qu'on t'a mm, inculqué. Et au final, tu te rends compte que, bah, en vrai, c'est pas la vérité, tu vois, parce que il y a les attentes du patient qui sont ultra importantes. Il y a ton expérience aussi qui va t'aider clairement à oui, prendre en charge les gens, mais ça, c'est valable au final dans tous les métiers, je pense. Tu vois. Si tu mm, t'écoutes pas en face ton patient ou ton client et que tu fais quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie et quelque chose auquel il ne croit pas, malheureusement, ça ne fonctionnera jamais. oui, Pas aussi bien que si tu réponds aux attentes du patient. Si le patient il te demande d'avoir, je sais pas, des bonbons un bonbon avant sa séance de kiné respi et que tu lui donnes, forcément, il va vivre le truc beaucoup mieux et du coup la séance elle va mhm. beaucoup mieux se passer et du coup bah ça va être beaucoup plus efficace, tu vois. Mais pourtant Oh, ça dans ça va une donner étude, des idées à Zélie, ça. jamais jamais tu verras une étude disant qu'il faut donner un bonbon à la séance de kiné, tu vois. C'est impossible. Mais oui, Et mais oui. je vais plus loin, tu vois. Je pense que ça c'est très occidental aussi. Euh, Tu vois, on est très peu ouvert durant notre éducation, justement, sur tout, tout ce qui est moins cartésien, du moins dans la Mhm, médecine française, tu vois, et occidentale. Et on va pas forcément se servir, justement, de médecine ancestrale, tu vois, justement des gestions des émotions aussi. Et c'est des choses qui vont avoir tellement d'importance et d'impact sur le patient oui. euh, que je- moi, c'est vraiment un axe que je vois, tu vois, c'est vraiment essayer d'ouvrir son esprit aussi sur toutes les autres méthodes qui peuvent y avoir, tant qu'elles font du bien. Ça faut Et activer, hein. je pense que la peur qu'il y a derrière, c'est de se dire, ouais, mais il y a des gens, après, ils vont plus vouloir prendre de médicaments, tu vois. Mais en vrai, si c'est bien expliqué et que justement, en laissant justement la possibilité avec de la pédagogie aux gens d'aller tester d'autres choses, ils vont se Oui. rendre compte par eux-mêmes que les deux sont importants en fait. Donc c'est très intéressant. Oui, moi, j'avais beaucoup, j'ai été très déçue et très en colère avec les soignants à un moment donné parce que tout ce que j'avais découvert avec Sophie, entre autres, mais tout ce qu'on essayait pour aider Zélie, euh, me rendait très enthousiaste. Et au départ, j'étais très enthousiaste quand j'arrivais en consultation et j'essayais de dire les choses et en fait, je voyais qu'il y avait aucun impact. Et Hmm. j'étais très déçue, en fait. Et j'ai vite compris que bah, c'était quelque chose que je ne pouvais pas partager avec eux, enfin que c'était pas la peine que je le partage. Et c'est pas évident. C'est pas évident à vivre. C'est assez frustrant. Ok. T'avais vraiment cette frustration de ne pas être écouté et Bah de même de pas d'être pouvoir écoute. t'exprimer. Oui, c'est ça. Et puis de dire, bah voilà, j'ai trouvé quelque chose. Et puis j'avais envie que tout ce que je faisais avec Zélie et qui l'aidait, j'avais envie que ça serve à d'autres. Mhm. Tant Et qu'à quand tu faire. leur Bah disais, tiens, qu'est-ce qu'ils te disaient? bah rien, justement. Ils Pire, rigolaient? Non, quand même pas. non plus. C'était oui, oui, bon, voilà, on passe à autre chose, mais c'était non, il y avait pas d'impact. Et Ok. c'est assez tristounet ça. Et Ouais, tu puis, m'étonnes. ouais, Du coup, t'as et écrit un puis, livre. du coup, j'ai écrit un livre. Voilà, je me suis dit que bah, c'est pareil, quand on peut pas dire ou quand on n'est pas forcément écouté, bah, on peut lire. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Justement, qu'est-ce que tu pourrais donner euh, comme conseil à des familles qui vivent euh, des choses similaires à ce que vous avez vécu, pas forcément, tu sais, de manière très généraliste, hein, le fait Mm. d'avoir une épreuve comme ça à surmonter avec
un enfant qui est atteint d'une maladie chronique ou même un adulte, tu vois, parce qu'au final, c'est pas exactement pareil, Mhm. parce que le fait que ce soit un enfant, c'est tout de suite plus impactant. Mais qu'est-ce que tu pourrais partager à ces familles qui te semblent le plus important, hormis le fait d'acheter ton livre? Oui, alors qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Ben, je crois qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Alors on ne sait pas tout, hein, c'est pas le problème, on sait même pas grand-chose à la limite, mais se faire confiance, c'est-à-dire de savoir se dire, même si on veut pas faire la kiné, tout ça, ce que je comprends tout à fait, hein, mais c'est au moins d'être capable de se dire, ben là ça va pas, là je sais que ça va pas et la réponse qu'on me donne ne me satisfait pas. Et si on se dit ça, c'est que vraiment ça va pas. Voilà. Et qu'à un moment donné, là, il faut aller chercher autre chose ou il faut insister près du médecin. Je crois que c'est important de se faire confiance et de s'écouter. Alors, moi, je m'écoute pas en tant que patiente parce que je suis la maman, mais j'écoute mon ressenti. Hmm. J'écoute, je sens bien quand ça va pas, ça me chiffonne, et ben, j'ai rarement tort. J'ai rarement tort. Et Zélie, c'est pareil, maintenant, elle est plus grande et elle est en souci quand elle sent qu'elle respire moins bien. Ça va pas se voir, ça va pas s'entendre, mais elle sait. Et je crois que voilà, il faut se faire confiance. Quand on sent que ça va pas, c'est que ça va pas. Et il faut trouver les moyens. Alors après, soit aller rencontrer des gens comme Sophie, soit insister auprès du médecin, soit je sais pas. Enfin, il y a plein de solutions, mais voilà, je pense qu'il faut se faire confiance et puis surtout, il faut avoir le sens de l'effort. Ça en vaut la peine. Mais ça, c'est vrai, c'est la vie en général. Hein. C'est la vie en général, c'est avoir le sens de l'effort et puis de se dire bon bah j'y vais quoi, et ça vaut le coup. Voilà, on est toujours récompensé des efforts, je pense. C'est beau. C'est un beau message d'espoir en tout cas, Mm. c'est- qui devrait motiver, j'espère, les gens en tout cas, Bah, j'espère. et les inspirer, mais moi j'en suis persuadé. Très bien. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, des questions auxquelles on n'a pas abordé nous maintenant, enfin, durant ce podcast que tu voudrais partager? Bah écoute, ce que je voudrais rajouter éventuellement, c'est que bah, déjà merci Simon parce que tu suis Zélie. Et parce que je l'ai juste dit au départ, mais justement dans les choses qu'on essaye, tu te souviens les premières fois que tu as vu Zélie, c'était parce que bon voilà, Zélie, on lui faisait faire du sport, on la faisait bouger comme je disais tout à l'heure pour faire bouger son mucus. Et puis à un moment donné, je cherchais une solution pour lui donner un objectif. En fait, bouger, oui, mais bon, c'est bien beau de bouger, mais enfin, Hmm. on a besoin d'avoir un but aussi. Un but. Et même, mais elle avait 9 ans, mais voilà, j'avais envie qu'elle ait quelque chose au bout, un objectif. Et du coup, on avait dit avec Sophie, bah, tiens, ce serait bien si on lui donnait un petit défi sportif à faire pour la virade de l'espoir à Moëlan. Et puis, Sophie vous en a parlé à toi et à Thomas. Et je crois que tous les trois, voilà, votre enthousiasme nous a un peu dépassé parce que vous étiez super partants pour créer ce petit défi à Zélie. Et du coup, vous lui avez créé un WOD. Et, euh, et en fait, rien que le fait de s'entraîner, je crois qu'elle s'est entraînée pendant 3 mois pour ce défi. Et rien que le fait de s'entraîner tous les jours, donc coaché par toi et corrigé, hein, donc via l'application, donc on t'envoyait les vidéos, tu la corrigeais, elle refaisait. Et ben grâce à ça, elle avait gagné 12 points en capacité respiratoire, rien qu'en s'entraînant. Voilà. Donc ça, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors elle a fait beaucoup d'efforts, hein, c'était pas facile, hein, mais du coup, bah, elle a été récompensée par une amélioration de sa capacité respiratoire et c'était le but. Voilà. Donc là, on avait trouvé aussi un moyen de l'aider. C'est Voilà. vrai. Bah, du coup, on n'a pas arrêté. Le défi a continué. Et maintenant, elle fait du crossfit. Et maintenant, elle fait du crossfit, mais maintenant, elle est toute fine, elle est menue, mais elle est toute en muscles. Et bah, elle a un joli corps et je pense que voilà, elle est fière de ce qu'elle sait faire. Un peu. Voilà. Mm, C'est bien. ouais. Voilà. Donc C'était en tout cas merci. pour nous, merci. C'était une très belle, enfin, moi, c'était une très belle expérience, tu vois. Une très belle histoire aussi. Je suis très content
d'avoir pu vous aider là-dedans. Mm. Parce que c'était, ouais, vraiment. Et puis c'est vrai, moi, ce qui en ressort, tu vois, c'est vraiment votre détermination, je pense, et la rigueur. Parce qu'au final, c'est ça que ça demande énormément de rigueur de travail. Oui, Et ça, enfin, au bout d'un moment, quand tu as 2 séances de respi par jour, les mm, aérosols, plus que il y a un mec qui te rajoute une séance de sport, c'est bon, ça. ça fait beaucoup et ça demande énormément de rigueur. Et pour ça, vraiment, ouais, bravo pour tout ce que vous faites, c'est Oui, incroyable. merci. Mais enfin, je suis fière de Zélie, je suis fière de nous deux et de nous tous, de l'équipe qu'on forme autour d'elle. Et je suis fière de ce parcours parce que je me remémore, pardon, régulièrement les moments difficiles qu'on a pu vivre. Alors, c'est pas pour me torturer l'esprit, hein, mais c'est vraiment pour me dire, mais purée, mais d'où elle vient? Et elle a vraiment bossé, on l'a fait bosser. Enfin, voilà, c'est pas la vie d'une petite fille, c'est pas la vie rêvée, hein, d'une petite fille. Non, Mais bon sang, quel chemin parcouru. Elle a 12 ans, c'est une petite adolescente, elle est toute épanouie et enfin, quelle satisfaction, quoi. c'est clair, c'est clair. Bon, bah, du Mm. coup, on n'a plus qu'à attendre que Zélie écrive son livre. C'est ça. Je sais pas si elle est partante, hein, mais bon, elle fait tout comme elle Bah, veut maintenant. elle fera ce qu'elle veut, c'est ça, ce qui lui fait plaisir. Donc C'est c'est ça. super. Oui, En tout cas, oui, oui. je te remercie, Blandine, pour cet échange qui est, moi, je trouve très intéressant et je suis persuadé Ben, qu'il va merci. intéresser beaucoup de monde aussi. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée ou Mm. de nuit en fonction de quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci Simon.